Il est grec et il tweet n'importe quoi. Son père parle beaucoup trop, il a des problèmes de prostate, mais il est tellement attachant. Stefanos Tsitsipas est-il l'héritier naturel de Rafael Nadal sur terre battue? Long format tactique dans cette vidéo, retour également sur Novak Djokovic, malade et Bublik qui dérape. C'est le programme ultra cringe de votre nouveau digest de Monte Carlo. Et on attaque, vous savez quoi? Juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec Novak Djokovic, des nouvelles du numéro 1 mondial qui était manifestement malade sur cette semaine à Monte Carlo. C'est Goran Ivanisevic, son seul coach désormais, puisque Marian Vajda s'est éclipsé ces derniers mois, qui a donné quelques détails à UB Tennis. Il le dit, Novak ne se sentait pas bien avant de venir ici, il était malade, disons qu'il n'était pas à 100% apte à concourir. Je ne m'attendais pas à quelque chose de spectaculaire sur ce tournoi. Il a continué à donner quelques petits éléments ici et là à disséminer dans cette interview. Il explique également ce qui s'était passé l'année dernière avant la victoire de Novak à Roland Garros. Il le dit, il a commencé à bien jouer à Rome où il est arrivé en finale, il perd en 3-7 contre Rafael Nadal alors que dans le troisième il n'est pas forcément si loin de l'emporter, puis il a remporté Roland Garros, donc je ne suis pas inquiet, dit Goran, il a juste besoin de continuité, il doit pouvoir jouer de plus en plus de matchs et trouver sa voie. Il revient également sur les Jeux Olympiques qui ont été le motif de discorde entre Novak Djokovic et Marian Vajda. Il le dit, je ne pense pas qu'il ait fait d'erreur de jouer les Jeux Olympiques, je pense juste qu'il a fait une erreur en jouant le double mixte, ce n'était pas nécessaire car à la fin il était fatigué, il n'a même pas joué pour la 3e ou la 4e place. Et dernier petit morceau choisi de cette interview relayée par l'exceptionnel Sacha Ozmo, je ne pense pas qu'il ait perdu la finale de l'US Open à cause de cela, donc à cause du fait qu'il ait joué les JO. Medvedev était très bon, vous ne pouvez jamais le sous-estimer à aucun moment, c'est un joueur incroyable, il était un meilleur joueur ce jour-là, mais Novak n'était pas Novak, il manquait quelque chose. Je vous renvoie évidemment à la lecture intégrale de cet article que je vais placer en description de cette vidéo. Mais il y a quelque chose qui ressort un peu de cette interview, c'est que Goran, ça a pas l'air d'être vraiment une voix discordante qui peut discuter les choix de Novak Djokovic, alors que Marian Vajda envoyait qui pouvait poser des barrières par rapport à certaines décisions, notamment ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. J'ai un peu peur pour Novak que s'entourer simplement de béni oui-oui, de gens qui disent oui à tout, ça risque de poser peut-être quelques difficultés sur la fin de sa carrière. On enchaîne avec la deuxième info dans ce côté réseau, et Alexander Bublik qui nous a fait une maxi craquante dans le 3e set contre Pablo Carreno Busta. Pour la faire rapide, si vous êtes passé à côté de ce qui s'est passé, en gros à la fin du 2e set, il sert pour le match, il va se faire débreaker, et ensuite à 3 partout dans la 3e manche, il va faire 4 doubles fautes dans ce jeu, il va donner le break à Carreno Busta, et derrière il va dire « That's it, I'm done, j'en ai marre, je me casse », il s'est barré du court, et c'est ce qui s'est passé également avec Anisimova chez les femmes. Il y a eu d'autres exemples aussi de joueuses qui sont parties un peu comme ça en plein milieu du match, je me souviens également de Azarenka qui nous a fait ça, donc il y a des situations qui sont difficiles à juger, et qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête de ces joueurs, et je me pose aussi la question par rapport aux spectateurs, c'est-à-dire que tu payes ta place, et t'as le mec qui finit même pas son match, qui se barre, alors que manifestement il a pas grand chose. Alors après, là on a appris il y a quelques heures simplement que pas d'amende pour Alexander Bublik après son abandon à Monte Carlo, et il semblerait que il ait une blessure à l'épaule. On peut franchement se poser des questions là-dessus. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il avait l'air d'avoir mal à l'épaule lors de ce match? Moi je trouve que c'est peut-être une justification bidon. Troisième info dans ce côté réseau, et des propos que j'ai trouvé super intéressants de la part de Félix Auger-Aliassime qui le dit, je n'ai que 21 ans et non je ne suis pas encore prêt à assumer la relève d'un Nadal ou d'un Djokovic. Félix Auger-Aliassime qui était sur une super série depuis la fin de saison dernière, il avait enchaîné en début de saison et puis là il est sur 4 défaites en 5 rencontres, donc il a un petit creux au niveau de ses résultats. Il explique, j'espère qu'à l'avenir je pourrai devenir un joueur qui occupe une belle place sur le circuit, mais je ne suis pas inquiet concernant le public, il viendra toujours, ils étaient bien là aujourd'hui à encourager Lorenzo, les tribunes étaient pleines, c'est spécial quand les plus anciens arrivent en fin de carrière, mais les jeunes montent, il n'y aura pas 3 joueurs qui vont dominer tous les autres, il y aura un plus grand nombre de joueurs au sommet. Pourquoi cette déclaration m'intéresse? Parce que je trouve qu'elle dit beaucoup de l'état actuel des choses en tennis, de notre perception qui est totalement biaisée, de nos habitudes aussi qui ont été bouleversées avec ce qu'on a vécu avec le Big 3, des joueurs qui perdent quasiment jamais, qui vont en demi, en finale tout le temps, semaine après semaine, qui sont capables d'enchaîner des matchs monstrueux. Souvenez-vous Novak à l'Open Australie 2012, une énorme demi-finale contre Murray, il rejoue ensuite contre Nadal, il bat Nadal au bout du suspense dans un 5e set complètement épique, dans un match qui a duré des heures et des heures. C'est des prouesses physiques et on s'attend peut-être maintenant à la reproduction de ça, et je pense qu'il faut qu'on arrive à changer notre perception par rapport à la nouvelle génération, changer également notre exigence, parce que quand un joueur comme Félix Auger-Aliassime fait un super début de saison et ensuite là il a un petit creux au printemps, on va se dire ça y est, il est complètement éclaté,
il est perdu à tout jamais, c'est une fraude. C'est un discours qui est pas bon, c'est un discours qui est dangereux à la fois pour nous, mais également pour les joueurs qui voient ça sur les réseaux sociaux, qui ressentent ça parmi le public, parmi également les observateurs, qui ont des attentes extrêmement élevées, et je pense que il va falloir revoir un peu notre jugement par rapport à tout ça. On n'aura plus de Roger, de Rafa, de Novak. Si on revoit au moins un joueur comme ça de notre vivant jouer au tennis, ce serait déjà exceptionnel. On a été vraiment pourri gâté, et là il va falloir revoir un petit peu tout ça, je pense, et se dire que c'est fini cet âge d'or du tennis. Maintenant on va retourner à du tennis un peu normal, comme ce qui s'était passé en finale de l'US Open en 2020, avec des joueurs qui choquent, des joueurs qui sont pas vraiment mentalement prêts à remporter des grands titres. Et je suis convaincu d'un truc, ces prochaines années, on va retourner sur une certaine forme de normalité, et il faut s'y préparer. Dernière info de ce côté réseau avec Patrick Mouratoglou qui intègre la rédaction de France Télévisions avec nos impôts, c'est super. Je pense qu'il va pouvoir expliquer à la France entière comment il a transformé le slice de Stefanos Tsitsipas, et puis également un Guy Forget qui a perdu son poste de directeur de Roland-Garros, qui intègre la rédaction de Prime Video. Ce que j'adore moi avec le tennis français, c'est qu'il y a toujours une place pour les bons copains. On enchaîne avec le coin tactique, et Stefanos Tsitsipas est-il l'héritier naturel de Rafael Nadal? La question peut paraître peut-être un petit peu incongrue, mais on va la développer en long, en large et en travers dans ses multiples palettes. On va commencer par le revers à une main. Il y a eu un certain thème de revers à une main aujourd'hui, avec Lorenzo Musetti qui a perdu contre Schwartzmann, avec Dimitrov qui a battu un Ruud très fatigué, et surtout ce qui est important dans cette position, c'est la flexibilité du poignet, c'est ce que vous arrivez à imprimer comme lift, et on l'a vu ici, Tsitsipas, il adore jouer croisé avec beaucoup de volume, beaucoup de sécurité par rapport au câble, ce qui va repousser son adversaire, gérer, et ensuite l'objectif en 2 temps pour le grec, c'est de se repositionner en coup droit dans cette position préférentielle et d'envoyer une bûche en longue ligne. Alternativement, il peut également continuer à pousser ici avec son coup droit. Là clairement il aura repris le contrôle de l'échange. Il y a un seul problème dans ce jeu asymétrique de la part de Tsitsipas, c'est quand son adversaire va rentrer dans le court, et ce qu'a fait d'ailleurs Djere dans cette partie, il rentre dans le court, il agresse longue ligne, et bien là il le prive de temps, et c'est très difficile pour le grec de couvrir ce côté ouvert. Néanmoins, dans un cas de figure classique, on aura l'adversaire de Tsitsipas qui sera à 1m50 de la ligne, et quand celui-ci veut changer de direction et partir par exemple longue ligne, et bien le grec a tout le loisir de pouvoir couvrir ce côté ouvert, parce qu'il a vraiment une sublime allonge, 1m93, et une faculté de déplacement qui est très bonne sur cette surface, et ensuite gare à son adversaire, parce que dans cette position, Steph, il est très fort, vraiment redoutable sur les coups droits court croisés. Il va utiliser cette ouverture des angles pour pouvoir faire une différence, avec une rotation épaule-bassin qui est terrible, et une énorme giclette de ce côté. C'est vraiment un de ses coups forts. C'était un match difficile pour Stefanos, c'est pour ça que c'est intéressant à commenter, et il a dû forcer la décision à la fin des 2 sets à chaque fois. Djere qui a moins bien joué je trouve dans ses fins de manche, et on a vu également ce que Stefanos doit faire davantage sur cette partie. Alors on est à 7 sur 14 à la volée, je trouve que c'est pas assez, mais surtout c'est un joueur qui a un ADN porté vers l'avant, un joueur offensif. Stefanos, il peut bien sûr limer à 1m50, 2 mètres de la ligne de fond, mais s'il joue par exemple un Nadal qui se met là et qui va insister sur son revers, qui va le bloquer de ce côté-là, de cette façon Stefanos il est un peu désactivé, parce que ses revers ce sont souvent des revers de remise. Alors il a cette faculté de tirer des revers longue ligne de temps en temps, mais c'est pas non plus systématique, donc il a besoin sur ses +1 après son service, notamment en première, c'est de jouer en coup droit, de toucher son coup droit et d'avancer au maximum. Quatrième palette, et là on va parler de l'une des plus grandes forces de Stefanos Tsitsipas, c'est la qualité de sa deuxième balle, et derrière sa deuxième balle il est absolument monstrueux. Sur ce match il est à 64% de taux de réussite, ce qui est quand même assez énorme. Djere à contrario en face il est à 36%, c'est vraiment là qu'on a vu une grande différence se formuler, et surtout on a ce kick qui est monstrueux de la part de Tsitsipas. Il va pouvoir repousser son adversaire, et surtout pour lui ça lui donne tout le loisir de faire 1+1 avec son coup droit, ce qu'il a fait ici dans cette position, il a envoyé une accélération de ce côté là, et ça vraiment c'est super important pour lui, ça lui donne vraiment le temps, le loisir de pouvoir exécuter ses coups offensifs, pouvoir rentrer dans le terrain derrière une deuxième balle, c'est extrêmement luxueux. On a quand même un problème d'importance, et là vraiment il faut que vous écoutiez très bien ce que je vais dire, c'est le replacement automatique de Stefanos Tsitsipas qui est téléphoné. Ici il va faire son retour de service, il va se replacer dans sa zone préférentielle ici côté gauche du court. Le problème c'est que quand son adversaire arrive ici sur la balle et envoie une pépite dans le replacement, c'est impossible pour Stefanos d'y arriver à temps, et en fait il est un peu prisonnier de ce jeu asymétrique. Il y a des limites structurelles dans son jeu, même s'il est très fort sur terre battue, il se déplace très bien, et son revers est bien meilleur que sur les surfaces rapides, il arrive à organiser, dès qu'il touche son coup droit il est absolument monstrueux, mais face à des joueurs qui ont absolument aucun défaut comme Novak Djokovic ou comme Rafael Nadal, et qui des deux côtés sont monstrueux, ils ont quasiment aucune faiblesse, côté
coup droit, côté revers, c'est des joueurs qui sont extrêmement stables, et du coup, quand t'es là, pour Stefanos, bah t'as besoin de rentrer à l'intérieur du court pour les battre, il faut être ultra offensif, agressif. Si tu te retrouves coincé dans cette position, et que t'as du Nadal en coup droit ici par exemple, bah, il va t'envoyer une mine là, il va ouvrir le court, et derrière pour reprendre le contrôle de l'échange, ça va être difficile. Encore pire, je pense, pour Novak, un côté revers qui peut tout organiser, qui peut trouver de l'angle court croisé, qui peut déposer des revers sur la ligne très facilement téléguidés. Et donc face à ce type d'adversaire qui imprime une grosse cadence, qui fait très peu de fautes, qui est agressif, qui n'a pas vraiment de faiblesse structurelle comme peut l'avoir Stefanos Tsitsipas, je pense aussi à un très bon Sacha Zverev, ça pourrait être éventuellement difficile. Maintenant, pour répondre à la question de la vidéo, est-il l'héritier naturel de Nadal? Bien sûr que non, il y a trop de faiblesses, hein, comme on l'a dit. Quand tu te fais coincer côté revers, que tu dois forcément ensuite réorganiser ton jeu côté coup droit, que tu as besoin en fait d'avoir un certain type de schéma pour pouvoir être super performant, non, t'es pas aussi fort que ces mecs-là, donc ça va être difficile pour lui de briller pendant des années sur le circuit. Je pense qu'il y aura vraiment une rotation de toute façon, comme on l'a vu avec Félix Auger-Aliassime. Par contre, quel est le plafond? Éventuellement une carrière à la Guga, pourquoi pas, avec allez, une poignée de Roland-Garros. Alors Guga c'est 3 Roland-Garros, hein, mais je vois très bien Stefanos en remporter au moins 1 ou 2 dans sa carrière. Pourquoi pas éventuellement gratter une petite place de numéro 1 mondial pendant quelques semaines, et voilà, déjà t'as remporté le Masters, quelques grands chelems, numéro 1 mondial, c'est pas donné à tout le monde. On termine avec Sacha Zverev, et vraiment, on va aller vite, hein, ça m'a inspiré quelque chose à cette tenue, je trouve que ce Marcel lui va comme le gant d'O.J. Simpson. Et on termine avec la reco du jour, le match à ne manquer sous aucun prétexte demain, et il opposera Alexander Zverev à Yannick Sinner, ce sera vers 14 h. L'opposition entre les deux hommes promet monts et merveilles, on est à 2-1 dans le head-to-head, et surtout, hein, Sinner avait battu Sacha, c'était en 16e de finale à Roland-Garros en 2020, par contre, bah, moi je vais vous le dire clairement, hein, j'ai envie de mon Sachanos, donc Yannick Sinner, écarte-toi sympathiquement, on se retrouve demain pour un nouveau digest, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et mangez de la terre.